Au cœur de la lutte ouvrière au Québec se trouve un concept puissant, celui du Front commun syndical. Pendant les 50 dernières années, ces unions ponctuelles des syndicats québécois se sont avérées essentielles pour affronter les tentatives d'appauvrissement de la classe ouvrière, de même que les rigueurs de l'austérité. Le Front commun de 1972 a laissé une marque indélébile au Québec et au Canada en déclenchant l'une des plus grandes grèves de leur histoire. Et maintenant, alors qu'une nouvelle grève possiblement historique se profile cet automne, il est temps de plonger dans les enjeux cruciaux, les opportunités à saisir et les trésors de sagesse que l'histoire nous réserve. Il y avait une autre, il me semble. Là, il y a elle. L'autre aussi. Dans les années 1960 au Québec, il y a énormément de luttes sociales, de luttes politiques, de luttes économiques et aussi de luttes pour l'indépendance du Québec. Donc, c'est un mouvement de fort activisme, mais il y a peu d'organisations qui sont en mesure de prendre en charge l'ensemble des revendications des mouvements populaires ou des mouvements des travailleurs. À la fin des années 1960, les centrales syndicales, en particulier la CSN, se donnent cette mission-là, donc de prendre en charge les problèmes politiques et économiques de la classe ouvrière. En particulier, la CSN, à partir de 1966, adopte des positions socialistes et elle considère que le syndicat il doit être en réalité le parti des travailleurs et que le syndicat doit se substituer à toute autre organisation des travailleurs. C'est dans ce contexte-là donc que les trois centrales forment le premier Front commun en janvier 1972 dans le but de négocier avec le gouvernement du Québec. Quels étaient donc les principaux acteurs de ce Front commun? D'un côté, trois des plus grands syndicats du Québec, la CSN, la FTQ et la CEQ, qui représentaient environ 210 000 travailleurs du secteur public à travers le Québec. De l'autre côté, le gouvernement libéral de Robert Bourassa, le plus grand employeur de la province, qui représentait les intérêts d'une classe d'entreprises en pleine expansion au Québec. Ce qui se passe est bien plus qu'une querelle salariale. C'est une lutte entre les intérêts des différentes classes sociales, un combat pour le contrôle du développement de la société québécoise. 210 000 travailleurs de la fonction publique au Québec forment un front commun avec des exigences communes. Ça, c'est très important parce qu'ils ne sont pas seulement nominalement unis, mais avec des revendications sectorielles. Ils sont unis avec des revendications uniques. Le premier grand gain, ça a été la fameuse revendication du $100 minimum par semaine pour le Front commun. Ça a été une revendication phare qui a comme regroupé un très large front uni social. Le Front commun a été vu non pas uniquement comme une bataille syndicale, mais comme une bataille populaire contre les gouvernements et le patronat. À partir de mars, le Front commun menace de faire grève et le gouvernement du Québec fait des injonctions préventives pour empêcher la possibilité même de faire une grève. Les chefs syndicaux y appellent à ne pas respecter ça. Et du 11 au 21 avril 1972, il y a une première grande grève au Québec qui concerne 210 000 membres environ, qui paralyse la province. On parle des hôpitaux, on parle de l'enseignement, on parle de la fonction publique, on parle d'Hydro-Québec qui est affecté, etc. Le gouvernement de Robert Bourassa réagit en faisant une loi spéciale, la loi 19, qui est votée le 21 avril 1972. La loi spéciale rendait illégale la poursuite de la grève par le Front commun et donnait au gouvernement la possibilité de lui imposer sa propre convention collective si celle-ci n'avait pas été conclue avant le 1er juin. La loi s'accompagne également d'une série d'injonctions visant à intimider les travailleurs pour qu'ils abandonnent leur grève. En cas de non-respect de la loi, les travailleurs s'exposaient à une amende de 50 à 250 $ pour chaque jour de grève. Il y a eu un vote de retour au travail le 23 avril. Et donc, à cette assemblée syndicale-là, Michel Chartrand était venu pour expliquer que, malheureusement, on ne pouvait plus continuer à défier la loi spéciale. Les grands dirigeants avaient été mis en prison. Des amendes énormes allaient frapper le mouvement syndical. D'autres personnes pouvaient être mises en prison. Puis, c'était mieux de retourner au travail, de se préparer à combattre plus tard. Les travailleurs et travailleuses ont pris un vote de retour au travail, mais ça a été déchirant. Il y avait des pleurs dans la salle, des gens qui faisaient quasiment des crises de nerfs. Mais comme Michel Chartrand était un peu la voix du syndicalisme de gauche, puis qu'il a expliqué dans une perspective de continuer la lutte et non pas d'abandonner la lutte, ça a passé, mais ça a été très dur. Si beaucoup de travailleurs comprennent le raisonnement de Chartrand, d'autres considèrent le retour au travail comme une capitulation à un moment charnière de leur combat. Si on vous force à entrer demain, qu'est-ce que vous allez faire, vous?
Bien, qui c'est qui va nous forcer à rentrer? La nouvelle loi qui va être votée? La nouvelle loi. Le gouvernement, elle respecte même pas de loi. On n'a pas un bon gouvernement avec ça. On parle d'une amende de 250 $ Je m'en par fous, je gagne même pas 100 $ par semaine, Claire. Ils me mettront en prison, c'est tout. Mais si le syndicat, si M. Pépin, par exemple, vous dit vous devez entrer demain à l'hôpital pour travailler, qu'est-ce que vous allez faire? On lâche pas! On lâche pas! Nous avons décidé de recommander aux membres du Front commun de retourner au travail, tel que prévu dans la loi. Ceci étant dit, ce n'est pas la fin de cette lutte. Apparemment, ce gouvernement pourri n'accepte pas que des travailleurs se battent honnêtement, franchement. Le 8 mai, bien qu'absents, les 3 leaders sont condamnés à 1 an de prison ferme pour avoir, selon les termes du jugement, incité les travailleurs à transgresser l'injonction émise en avril. La sévérité du jugement va secouer le monde syndical. L'État emprisonne ainsi 3 dirigeants syndicaux majeurs lors de l'entrée en vigueur de la loi spéciale pour avoir déclaré leur intention de la défier, même si ceux-ci avaient au final demandé à leurs membres de reprendre le travail quelques jours auparavant. Leur emprisonnement a été la goutte qui faisait déborder le vase pour de nombreux travailleurs qui ont décidé de prendre les choses en main. À partir du 11 mai 1972, tous les travailleurs, toutes les travailleuses du secteur public retombent en grève, dans une grève illégale et sauvage, mais ils sont aussi appuyés par les travailleurs-travailleuses du secteur privé. On ne sait pas exactement combien de personnes débraient à ce moment-là, mais on parle possiblement de plus de 300 000 personnes qui débraient à travers la province. L'ensemble de la province est bloqué. On voit des villes qui sont complètement paralysées, comme par exemple à Gatineau, à Saint-Jérôme, à Sainte-Thérèse. Une ville comme Montréal est extrêmement affectée, Québec aussi. La ville de Sept-Îles est ni plus ni moins occupée par les travailleurs qui jettent en dehors de la ville la police, qui bloquent les routes et qui instaurent un pouvoir ouvrier à Sept-Îles du 11 au 14 mai. Ce moment incendiaire, bien qu'important, ne dure pas longtemps. L'occupation des travailleurs à cette île se termine violemment lorsqu'un homme aux sentiments antisyndicaux fonce avec sa voiture sur une foule de grévistes, tuant un jeune travailleur et blessant plus de 40 personnes. Dans d'autres régions du Québec, des conflits éclatent au sein des syndicats et entre les travailleurs pour décider s'il faut reprendre le travail ou poursuivre la grève. Profitant de la désunion et du chaos, le gouvernement reprend brutalement le contrôle de la situation en utilisant la police pour rétablir son autorité dans les villes qui étaient passées sous le contrôle des travailleurs et en s'imposant par la force dans la négociation avec le Front commun. Bien que le gouvernement semble être sorti vainqueur de ce conflit, il a été contraint d'offrir des concessions significatives à la classe ouvrière à la suite de la démonstration de force collective qu'a été la grève générale. Donc il y a eu une sorte de révolte syndicale et ouvrière. Éventuellement, ça s'est calmé, mais ça a coloré le reste de la décennie. À partir de 1972 jusqu'à 1981-1982, le mouvement syndical québécois était très combatif, très militant. Travailleurs, travailleuses étaient très mobilisés. Et je vous dirais, vers la fin de la décennie, le mouvement syndical québécois était peut-être un des plus militants dans tout l'Occident. Et ça, je vous dirais, ça a été un peu l'influence du Front commun pendant une dizaine d'années. CFQ, CSM, FTQ, tous les travailleurs ensemble. D'abord, le Front commun du secteur public obtient le 100 $ par semaine. Et en obtenant ça, ça crée une poussée vers le haut pour l'ensemble des salaires au Québec. Effectivement, si le plus gros employeur au Québec donne une très grosse augmentation de salaire à ses travailleurs-travailleuses, à terme, les autres employeurs sont obligés de suivre parce que sinon, ils vont perdre leur main-d'œuvre. Le fait d'avoir une stratégie politique commune et pas une stratégie uniquement économique et sectorielle, ça fait en sorte que les travailleurs-travailleuses ont une stratégie qui leur permet de vaincre l'État, de vaincre le plus gros employeur de la province et possiblement de vaincre d'autres employeurs. Bien qu'il y ait eu 3 fronts communs dans la décennie suivant celui de 72, aucun d'entre eux n'a eu ni l'ampleur ni les gains du premier. Une loi anti-grève adoptée par le gouvernement Bourassa en 1976 qui touchait une grande partie des travailleurs du secteur public, notamment les infirmières et les enseignants, a coupé l'herbe sous le pied du Front commun de 1976. En 1979, le gouvernement péquiste de René Lévesque adopte la loi 62, une autre loi anti-grève qui oblige le Front commun à accepter toutes les offres du gouvernement. Malgré la résistance à ces lois, le mouvement du Front commun s'est retrouvé constamment sur la défensive après 1972 et n'a jamais pu retrouver sa combativité d'origine. Quand le PQ a écrasé
le mouvement syndical, ça a été un peu comme le président Reagan l'a fait aux États-Unis avec les aiguilleurs, ou comme Margaret Thatcher l'a fait avec les mineurs en Grande-Bretagne. C'est l'écrasement d'une lutte syndicale symbolique qui devient un peu la défaite de l'ensemble du mouvement. Mais jusque-là, ça avait été un mouvement excessivement combatif, radical, et le syndicalisme de combat était associé à une vision de gauche sociale, à une contestation du capitalisme, pas toujours des plus clairs, mais une volonté de dépasser le système. Si on veut parler des ressemblances et des différences entre les différents fronts communs, il faut parler des fronts communs de 72-76, qui ont une vision large, unitaire et combative, politique au sens fort du terme, et qui obtiennent des très grands gains pour la classe ouvrière, versus les fronts communs qui, à partir de 82-83, sont des fronts communs d'un point de vue technique, mais ne sont pas des fronts communs d'un point de vue de la pratique politique. Selon moi, c'est ce qui explique aussi que ces fronts communs vont avoir beaucoup moins d'importance et d'incidence subséquemment. Je ne suis pas en train de dire que les fronts communs, depuis 1983, n'ont pas permis aux travailleurs-travailleuses d'obtenir des gains. Ces fronts communs ont permis d'obtenir des gains sectoriels en matière de salaire et de conditions de travail, mais la différence majeure, c'est que ce sont justement des gains sectoriels, pas des gains qui s'appliquent à tout le monde. Et comme ils ne s'appliquent pas à l'ensemble, par exemple, de la fonction publique, ils ont beaucoup moins d'incidence aussi sur l'ensemble des travailleurs-travailleuses au niveau provincial. Après le Front commun de 82-83, le secteur public ne construira pas de nouveaux fronts communs pendant plus de 30 ans. Les travailleurs du secteur public doivent donc essayer de lutter contre l'austérité croissante, la disparité des salaires et les politiques néolibérales, sans revendication ni stratégie unifiée. Enfin, en 2015, le Front commun fait son retour. Le Front commun de 2015, c'était un Front commun qui contrait l'austérité à l'époque, l'austérité des libéraux. Puis c'est aussi la tendance à privatiser les réseaux, particulièrement le réseau de la santé, mais aussi à sous-financer le réseau en éducation. Il y a eu quelques gains au niveau salarial dans les dernières négos, mais avec la hausse d'inflation des dernières années, ces gains-là, c'est rien là, maintenant. Présentement, s'ils ne voient pas qu'est-ce qui se passe, j'ai un problème. Il va falloir qu'ils mettent Moi, j'ai des lunettes de Larama. J'espère qu'il va se mettre des lunettes roses. Parce que présentement, on regarde le monde qui sont dans la rue. On s'aperçoit que le monde, il voit bien que le monde sont tannés. Moi, en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, je travaille plus, j'ai moins d'argent. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut que ce soit l'inverse. Puis le Front commun, mais c'est un peu cet espoir-là qu'on réussisse à renverser cette vapeur-là. Il faut que ça soit que le peuple se lève avec nous. Parce qu'on peut parler, mais ça l'a éprouvé. Ça fait des années qu'on parle, on fait des manifs, il n'y a rien qui se fait. Si le peuple se lève avec nous, je suis sûr que là, le gouvernement va avoir peur. Ça va nous aider grandement. Mais si eux, ils ne se lèvent pas, j'ai l'impression des fois, on bute un mur. Quels sont les acteurs du Front commun d'aujourd'hui? Du côté des travailleurs, il y a 4 syndicats principaux. La CSN, la FTQ, la CSQ et la PTS, qui représentent plus de 400 000 travailleurs du secteur public. Du côté de l'État, il y a la CAQ, dirigée par François Legault, un ancien homme d'affaires et PDG. Les intérêts du gouvernement québécois, peu importe son positionnement politique, diffèrent essentiellement de ceux de la grande majorité de la population, de par son rôle de chien de garde de l'économie capitaliste de la province, en plus d'en être le plus grand employeur. Mais celui de Legault est parmi les moins subtils d'entre eux. Son cabinet est composé de personnalités comme France-Hélène Duranceau, une ancienne négociatrice immobilière qui prône des politiques favorables aux propriétaires en pleine crise du logement, et Pierre Fitzgibbon, le ministre du Développement économique qui ne voit pas de conflit d'intérêts dans ses parties de chasse aux faisans, en compagnie d'un milliardaire sur une île privée. Actuellement, il faut voir que le gouvernement de François Legault semble adopter une stratégie à la fois très malveillante, mais possiblement très fonctionnelle, effectivement, pour diviser la classe ouvrière et pour donner le moins possible de gains à la classe ouvrière. C'est-à-dire qu'il adopte une stratégie comme quoi il refuse de négocier avec la majorité des secteurs, puis ensuite il choisit un secteur avec lequel il négocie à la pièce, souvent le secteur dans lequel les gens sont les plus en colère. Mais il faut dire que les centrales syndicales ont laissé place à cette stratégie-là, puisqu'elles-mêmes, elles pensent en termes sectoriels et en termes uniquement salariaux. Si le gouvernement
n'est pas confronté d'un point de vue politique et d'un point de vue global, il devient très facile pour lui de négocier de manière sectorielle et de ne rien changer d'un point de vue structurel. L'une des principales offres et réponses de la CAQ au Front commun est de mettre sur la table de négociation une augmentation de salaire de 9% sur 5 ans. Elle prétend que cette hausse permettra aux travailleurs de rattraper l'inflation, mais elle va à l'encontre de ses propres affirmations sur celle-ci, qu'elle estime à 16,4% entre 2022 et 2027. De plus, les salaires du secteur public sont déjà bien inférieurs à l'inflation et au coût de la vie en général, estimés à 11,9% en déficit. Notre salaire réel, là, quand tu le compares avec l'inflation, est vraiment en baisse constante depuis au moins 30 ans. Donc, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Donc, il faut avoir l'inflation, puis encore plus. C'est ça notre demande. Nous, nos revendications, c'est vraiment pour tous les corps d'emploi parce que tout le monde travaille dans le réseau public, puis tout le monde travaille à le faire fonctionner, puis c'est important que tout le monde ait cette hausse-là et on ne veut pas entrer encore dans des divisions, dans des disparités. T'sais. Puis c'est un peu le jeu du gouvernement en ce moment. L'idée, ce n'est pas de faire disparaître les tensions, parce que les tensions et les différences vont exister, mais c'est de pouvoir s'unir face au gouvernement sur une série de revendications communes et espérons une stratégie de lutte commune. Si tu travailles au public, généralement, c'est parce que tu y crois un peu. Mais ces gens-là, ils resteront pas là, si ça continue, même avec des conditions comme ça. Parce que les gens sentent qu'ils sont pas reconnus dans leur travail. Ça fait 1 an que Legault a commencé son 2e mandat. Il a lancé 3 grandes réformes structurelles, l'une après l'autre, santé, éducation, Hydro-Québec, etc. Et c'est le moment clé de riposter, de freiner ces restructurations et de commencer à engranger une riposte populaire. Et je pense que le Front commun peut potentiellement faire ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il va être crucial de développer une unité populaire large autour du Front commun cet automne. Si on voit ce qui s'en vient cet automne, il y a possible débrayage du Front commun à la fin octobre. Les groupes de logement sont en train d'organiser une manifestation puis un développement de la lutte contre le gouvernement sur la question du logement. Il y a les groupes de travailleurs immigrants, entre autres le CTI, qui veulent lancer une campagne pour la régularisation des travailleurs sans statut. Si tout ça peut converger cet automne, si on peut fédérer ces luttes-là, les faire converger contre la CAQ, ça peut être une base sociale énorme pour être capable de continuer la lutte, non seulement pendant les 2 prochaines années du mandat Legault, mais bâtir quelque chose de solide pour l'avenir.